procédure douanière qui est en effet quelque chose qui impacte les PME de manière plus importante que les grandes entreprises. Les coûts pour répondre à ces procédures douanières sont plus importants. Alors, notre équipe sur la facilitation du commerce a mené un sondage en coopération avec la Chambre internationale de commerce pour essayer d'évaluer l'impact de la crise actuelle sur ces procédures douanières et les perceptions qu'en ont les entreprises. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir ici à l'écran. Une des questions était quels sont selon vous, ou d'après vous, les processus liés au commerce et notamment aux procédures douanières qui sont devenus plus lourdes à cause justement de la crise actuelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui arrive en tête, donc le trait jaune, je crois que c'est un petit peu petit, donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir bien, mais le trait en jaune, c'est tout ce qui est contrôle à l'importation, l'exportation. Ce qui est en rose, c'est donc qui arrive, non, c'est l'orange qui arrive en deuxième position, c'est tout ce qui est coopération au niveau La des douanes. possibilité d'agrandir, Emmanuel. Donc, quand on a un zoom où, juste pour les Alors là, je ne participants, sais ils ont la pas. possibilité d'agrandir sur le même panel à gauche, voilà, pour voir mieux. Ah, voilà, ça très doit bien. être ça, j'imagine. Sauf qu'est-ce que je peux le bouger par là? Voilà. Voilà, comme ça vous devriez pour le voir un petit peu mieux. Donc en orange, ce qui ressort donc en deuxième position est la question de coopération et de coordination au niveau des agences douanières. Et puis en troisième position, toutes les exigences au niveau documentaire pour l'import et l'export, qui sont vraiment les trois éléments qui sont devenus beaucoup plus complexes pour les entreprises et notamment les PME. Alors du coup, il faut que je réduise maintenant. Voilà. Ouais. Une autre question qui a été posée dans le cadre de ce sondage était, d'après vous, quels sont les dispositifs donc liés au commerce et qui pourraient justement améliorer l'impact, qui pourraient avoir un impact positif. Et là encore, il est intéressant de voir que ce qui ressort, c'est un meilleur accès à l'information, et je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard, et puis la question de la coordination des agences douanières. Alors, qu'est-ce que les gouvernements? Les gouvernements, bien sûr, vu la crise actuelle, ont pris un certain nombre de mesures, et c'est quelque chose qu'on suit de manière assez proche à l'OMC. On a mis en place un suivi des différentes mesures qui ont été prises, notamment les mesures qui touchent les PME. Donc, les chiffres que je vais vous montrer ici, ce sont des chiffres qui sont tirés d'une cartographie qu'on a fait, nous, des mesures qui ont été prises par les gouvernements, mais qui ne sont pas des mesures générales. On a d'autres services de l'OMC qui regardent les mesures plus générales. Ici, ce sont vraiment les mesures qui ont été prises pour aider les PME. On a à l'heure actuelle identifié un peu plus d'une quarantaine de membres qui ont mis en place des mesures spécifiques pour les PME. Et comme vous pouvez voir, bon, il y a trois types de mesures en fait. Il y a tout d'abord des mesures d'urgence, de soutien d'urgence pour régler des problèmes de trésorerie, donc beaucoup de prêts d'État, de garanties bancaires, paiement différé d'impôts, paiement des salaires par l'État. Et comme vous pouvez voir, c'est à la fois des pays développés et des économies en développement qui ont pris ce genre de mesures. Deuxième type de mesures, il y a des mesures pour faciliter le commerce international qui ont été prises. Ces mesures peuvent être soit spécifiques sur certains produits, et ce sont essentiellement les produits médicaux et les produits agricoles qui font l'objet de ces mesures, ou des mesures beaucoup plus générales qui visent tous les produits. Donc, ces mesures, ça peut être soit des réductions de droits de douane, simplification des procédures douanières. Il y a des mesures intéressantes qui ont été prises, par exemple en Australie, pour faciliter tout le transport de fret pour les produits agricoles, ou au Brésil pour donner un accès gratuit aux PME aux standards de leur agence fédérale de régulation de la santé. Et donc réduire les coûts que les PME ont auxquels ils ont à faire face. Il y a également, troisième type de mesures, des mesures à plus long terme qui ont été mises en place par certains pays, en particulier par le Japon, Singapour,
le Royaume-Uni et la Malaisie. La plupart de ces mesures sont des mesures qui visent à soutenir la digitalisation des PME. Donc, des encouragements à l'adoption des technologies par les PME. Et puis, il y a également quelques mesures, notamment par exemple par le Japon, qui ont été prises pour amener à une diversification des partenaires dans le cadre des chaînes de valeur, donc pour avoir un impact sur la transformation des chaînes de production et des opérations des PME. Donc ça, ce sont les différents types de mesures qu'on a pu répertorier et qui visent spécifiquement à aider les PME, donc des mesures plus d'urgence, des mesures de facilitation du commerce et puis des mesures à plus long terme qui visent à développer la résilience de ces entreprises. Au niveau de l'OMC même, que fait-on? Alors, on a un groupe informel sur les PME qui a été créé en décembre 2017. Il y a 91 pays qui participent à ce groupe. Le Maroc n'en fait pas partie, j'espère que ce sera bientôt le cas. Donc, c'est un groupe qui est cross-sectoriel, qui regarde quelles sont les différentes mesures qui pourraient être prises pour faciliter la participation des PME au commerce international. Les sujets abordés, bon, je vais les mentionner un peu rapidement, je pourrais y revenir plus tard, mais je vois que l'heure tourne. On a des discussions beaucoup sur les questions de transparence, comment faire en sorte qu'on ait davantage d'informations sur les règles qui s'appliquent, et notamment les règles qui pourraient faciliter le commerce international des PME, donc dans le cadre notamment de notre examen des politiques commerciales à l'OMC. Donc l'idée, ce serait que les membres fournissent davantage d'informations dans le cadre de ce processus. Il y a beaucoup de discussions également sur la question de l'accès à l'information, et je mentionnais, c'est un des points dans le cadre du sondage qui est ressorti de manière très forte, et on travaille ici avec le Centre du commerce international et la CNUSED sur un outil qui s'appelle le Global Trade Help Desk, qui vise à consolider des informations relatives au commerce et permettre à une PME qui exporte par exemple du cacao de savoir précisément, qui exporte du cacao, on va dire vers la Suisse par exemple, quelles sont les règles qui sont en place, quelles sont les procédures, ce que la compagnie devrait savoir pour pouvoir exporter. Et puis, il y a également une proposition d'un membre de mettre en place une plateforme qui permettrait de consolider l'information qui existe en fait dans différentes plateformes, informations utiles pour les PME, mais également pour les gouvernements. Donc, liées vers des sites comme le Global Trade Help Desk ou les différents cours en ligne qui pourraient exister pour les PME, et également vers des études qui pourraient être utiles pour les politiques. Il y a également une proposition qui touche à la facilitation du commerce pour faire en sorte que la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce de l'OMC se fasse dans l'intérêt des PME, et donc inviter les gouvernements à consulter les PME lorsque cet accord est mis en règle et dans le développement des règles. Il y a également une proposition en matière de financement du commerce pour examiner comment on pourrait résoudre les problèmes auxquels les PME ont à faire face. Et puis également la question de la participation des PME au développement réglementaire. Ici, c'est toute la question de la consultation des PME lorsque de nouvelles règles sont mises en place. Donc ça, c'est le travail traditionnel, je dirais, du groupe, régulier du groupe. Dans le cadre de la crise actuelle, on fait en plus un suivi des mesures qui sont liées aux PME, et puis on a l'intention de mettre en place des discussions sur justement l'échange de bonnes pratiques. Et le groupe est en train de travailler sur une déclaration, mais qui est une déclaration un petit peu plus politique. Comme le temps tourne, je vais passer aux autres points. Donc, dans le cadre de l'OMC, très brièvement, ce qui est fait, on fait un suivi de toutes les mesures qu'ils ont mises en place. Donc, dans le cadre de notre groupe, on fait un suivi des mesures liées qui touchent directement les PME, mais il y a bien évidemment un suivi de l'ensemble des mesures, restrictions à l'importation, à l'exportation, mesures sanitaires, etc., qui sont mises en place dans le cadre de la crise actuelle, et une task force qui a été mise en place pour suivre tous ces développements. Et puis, on a évidemment un certain nombre de comités ou de groupes réguliers qui discutent de questions qui sont pertinentes dans le cadre de la crise actuelle, comme la facilitation du commerce, l'accès au financement, la question du marché public qui a un programme spécifique sur les PME, les discussions dans le cadre du commerce électronique. Et puis, nous avons mis en place, notamment dans le cadre du groupe informel, un dialogue avec le secteur privé, une plateforme pour dialoguer avec le secteur privé. On organise un certain nombre de séminaires, peut-être que ça va être des webinaires bientôt,
Mais là encore, si on est vraiment à la recherche de ce dialogue, d'idées du secteur privé, que les informations nous remontent de façon à ce qu'on puisse après pousser ça à un niveau plus politique. Donc, j'invite tout le monde qui écoute ces webinaires, si vous êtes intéressé, de participer aux travaux du groupe. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous pensez particulièrement importants, qu'on devrait traiter, qui devraient être traités à un niveau plus politique, de nous faire passer cette information pour qu'on puisse la relayer et puis essayer de pousser ça à un niveau, alors pas plus multilatéral, mais au moins plurilatéral pour le moment. L'idée étant quand même de venir à un niveau multilatéral après et d'avoir tous les membres participants à ce groupe informel sur les PME. Et nous avons également une newsletter qu'on a mis en place pour informer le public sur les activités du groupe. Et là encore, si ça vous intéresse, je vous invite, j'ai mis l'information comment demander à faire partie de la liste sur la dernière slide. Mais juste avant de finir, je voulais juste dire quelques mots sur les opportunités parce que je pense que toute crise offre des opportunités. Il est important qu'on les saisisse. Bien évidemment, maintenant, l'action immédiate, c'est de se focaliser pour essayer de faire en sorte qu'on sauve nos PME et qu'on les soutienne. Mais je pense qu'il est important de réfléchir à plus long terme. Et ici, les questions de simplification des procédures douanières et commerciales, c'est un point qui revient systématiquement dans toutes nos discussions. Beaucoup d'efforts a été fait. Et par exemple, au niveau du Maroc, je sais que vous êtes très en avant sur ces questions-là. Et que Portnet a fait un très bon travail sur ces questions-là. Ça n'est pas le cas dans tous les pays et ça n'est pas le cas au niveau global. Et c'est vraiment un sujet qui revient systématiquement dans toutes nos discussions dans le cadre du groupe informel. Et le deuxième point, c'est la question de la digitalisation du commerce sur lequel il serait important d'avancer. Non seulement digitalisation, donc aider les entreprises à se digitaliser, mais également permettre une vraie digitalisation des procédures commerciales. Or, ça n'est pas le cas à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup à faire en la matière, que ce soit tant au niveau technique et mise en place qu'au niveau plus réglementaire pour l'acceptation des documents électroniques, par exemple. Voilà, je vois que le temps tourne, donc je vais m'arrêter là, mais je réponds volontiers aux questions que vous pourriez avoir par la suite. Et je vous ai mis ici l'information si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce qui est fait sur les PME au sein de l'OMC et sur les activités du groupe informel. N'hésitez pas à nous envoyer un email et nous vous ajouterons bien volontiers à la newsletter qu'on a. Voilà, un grand merci et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation très riche. Vous avez donné un très bon aperçu sur la base de l'enquête que vous avez fait. En fait, un travail magnifique qui nous donne à quoi font face les entreprises, les TPE-PME aujourd'hui au niveau international. C'est intéressant pour notre écosystème, les mesures qui ont été prises par les différents pays, mais aussi ce qui nous intéresse aussi par l'OMC. Et je suis d'accord, au moins par rapport à la digitalisation aujourd'hui, qui ne devient plus un choix, qui est une obligation. Et puis cette crise a montré surtout la facilitation n'était pas réellement efficace du moment où il y a beaucoup de structures qui ont dématérialisé, mais face à la crise, on se retrouve avec des process très lourds réellement. Donc la dématérialisation n'était pas réellement là puisque les entreprises en souffrent aujourd'hui. Donc je voudrais rappeler juste aux différents participants, que vous avez la possibilité de poser les questions au fur et à mesure, en les inscrivant dans le volet questions, mais aussi dans le chat. On va essayer de répondre au maximum à vos questions. Et les présentations donc vont être partagées avec l'accord des intervenants, avec l'ensemble des personnes qui ont participé à ce séminaire. Donc merci encore Emmanuel. Et là je vous propose de passer à nos amis de la CNUSED, à Madame Céline Bacro et Monsieur Alexandre Larouche. Alexandre, je t'ai donné la main pour partager ta présentation. Donc vous avez de 15 à 20 minutes pour nous donner un peu ce que fait la CNUSED dans ce sens et les données que vous pouvez partager avec la communauté du Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jalal. Je vais commencer et merci à Emmanuel pour la bonne présentation qui nous permet d'introduire également ce que nous faisons à la CNUSED. Je rappelle que la CNUSED est donc la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et nous avons plus spécifiquement une division qui porte sur la technologie
et la logistique. Et Alexandre et moi-même faisons partie de la section sur la facilitation des échanges. Je dois dire que cette crise est, comme l'a dit Emmanuel et comme vous l'avez dit Jalal, une crise qui est un drame pour toute l'humanité, mais effectivement, ça permet aussi de voir ce que l'on doit faire et met en valeur certains aspects qui, pour autant, existaient auparavant, mais n'étaient pas forcément, ne prenaient pas vraiment de sens. Et c'est le cas de la facilitation des échanges, sur lequel nous travaillons donc depuis des années, et avec d'ailleurs l'accord sur la facilitation des échanges qui a été adopté de manière multilatérale sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce. Mais d'un seul coup, avec la crise du Covid, on a pu voir combien la facilitation des échanges était cruciale. Pourquoi ? Parce que ça reprend tous les aspects d'efficacité du commerce, avec en plus un lien très fort sur le développement humain. On va pas tout expliciter ici dans la présentation, mais on sait que en mettant en place les réformes de la facilitation des échanges et toutes les mesures de l'accord sur la facilitation des échanges, on peut avoir un impact sur le PNB par habitant et un impact sur le développement humain de chaque pays. Donc, ça va au-delà de l'aspect purement technique, douanier et logistique. On a effectivement un impact qui se fait ressentir au niveau de la façon de faire le commerce, de la façon de gérer l'économie et encore plus quand il s'agit des PME et des petites entreprises. Donc, je propose peut-être d'avancer dans la présentation. Donc, oui, tout d'abord, moi, je me présente. Donc, Céline, on travaille principalement avec Alexandre sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et on travaille beaucoup sur les pays. On est dans l'aspect assistance technique. Donc, ce que l'on va présenter est aussi les leçons de notre expérience sur le terrain. Donc, tout d'abord, nous allons commencer sur la facilitation des échanges. Qu'est-ce que la facilitation des échanges? De quoi on parle? Et on va aborder aussi le sujet des comités nationaux sur la facilitation des échanges, qui ont un rôle primordial en ce moment, puisqu'ils ont un rôle de coordination et d'information. Donc, ça reprend les différents thèmes qui sont nécessaires et qui ont été listés par Emmanuel comme priorité par les PME. Ensuite, nous verrons les priorités pendant cette crise du Covid, ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire, avec les différentes conditions qui sont malheureusement celles auxquelles on doit faire face. Et ensuite, nous verrons comment la facilitation des échanges peut être une voie de sortie pour la reprise économique. Donc, tout d'abord, la facilitation des échanges, qu'est-ce que c'est et donc, je ne sais pas si c'est Alexandre ou si c'est Jalal qui appuie sur le bouton, mais voilà. Donc, la facilitation des échanges. C'est Alexandre qui gère la présentation, voilà. D'accord. Donc, la facilitation des échanges, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui repose sur 4 piliers fondateurs. 1, la transparence, la simplification, l'harmonisation et la normalisation. C'est-à-dire que toute réforme qui permet d'aller dans ces quatre domaines, ou dans le sens de ces 4 piliers, vont aller dans le sens de la facilitation des échanges. La facilitation des échanges, c'est un cadre réglementaire qui permet de normaliser les relations commerciales entre les États et les entreprises, ou les États et les commerçants, les États et les sociétés maritimes, tous les acteurs qui sont liés à la logistique et au commerce. Quand on parle de 4 piliers, évidemment, on est dans un principe aujourd'hui où on ne veut pas perdre de temps et on voit le temps, c'est de l'argent, ça paraît très bête, mais dans le sens d'un commerçant ou d'une société ou d'un transitaire, au quotidien, ce sont des millions d'euros, des millions de dinars qui sont
ou de dirhams qui sont gérés, qui sont manipulés, et le but de tous, c'est d'aller dans le sens de l'efficacité. Et cette efficacité va aller dans le sens de la réduction des coûts et la réduction du temps. Et pour arriver à cette réduction du coût et réduction des temps des procédures commerciales, on doit suivre 4 principes. Donc la transparence, la simplification des procédures, l'harmonisation entre acteurs et la normalisation. On a également la modernisation grâce aux nouvelles technologies. Portnet en est un exemple. Vous êtes constitué comme un guichet unique pour les procédures douanières au niveau du port. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est de faciliter les procédures, de faire en sorte que les intervenants perdent moins de temps dans le dédouanement de leurs marchandises ou dans en tout cas la réception des marchandises et des colis et des affrètements qui viennent des différents vaisseaux au niveau des ports. Donc c'est aussi ce dont on parle quand on parle de facilitation des échanges. Ensuite, on a évidemment le dialogue public-privé. Dialogue public-privé parce qu'aujourd'hui, on le sait, on ne peut pas détacher l'action de l'État avec l'action du secteur privé, des commerçants, de la communauté des commerçants. Donc ce dialogue, il doit se faire, et pour faciliter, si on veut que le commerce soit facilité, l'État doit savoir ce dont a besoin le secteur privé. Et donc pour que les choses se fassent, il doit y avoir un dialogue qui soit mis en place pour définir les bonnes réformes et ensuite les mettre en œuvre. Et ensuite, la facilitation des échanges, elle porte d'abord et avant tout sur les procédures du commerce transfrontalier. C'est-à-dire, on parle davantage du commerce international, on ne parle pas du commerce domestique, bien qu'évidemment, ça a son rôle également, mais là, on parle du commerce transfrontalier. Et on sait, et d'ailleurs notre secrétaire général le répète très souvent, Dr Mouki Sakitoui, on ne peut pas envisager d'avoir un commerce international si on ne commerce pas déjà avec ses voisins. Donc ça, c'est la base. Et d'ailleurs, toutes les économies et les expériences le montrent. On ne peut pas avoir un essor économique qui soit vaste et qui porte sur plusieurs continents si déjà, à la base, on ne commerce pas avec ses voisins. L'histoire l'a prouvé, en commerçant déjà avec ses voisins, on peut étendre son champ d'action. Et donc ça, c'est un principe de base, mais un principe commercial qui a fait ses preuves et qui a montré sa validité. Et donc, la facilitation des échanges porte sur cette manière de faire, faciliter les procédures avec ses voisins pour qu'on puisse avoir des flux commerciaux qui soient les plus rapides, à nouveau, et les moins coûteux, tout en respectant les conditions de contrôle, de sécurité de la population, tout ce qui est lié aux mesures sanitaires, et on va en reparler dans le cas du Covid. Mais donc, on arrive à cet équilibre. On arrive à être efficace au niveau du commerce tout en respectant la sécurité de l'État et de la population. Voilà. Slide suivant. Merci, Alex. Donc, pour ce faire, on a un outil qui est extrêmement fort. Ce sont les comités nationaux de la facilitation des échanges. Ces comités sont d'abord et avant tout une obligation de par l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Donc, c'est-à-dire que tous les pays membres de l'OMC se doivent d'avoir un comité national sur la facilitation des échanges. Et ces comités sont en fait des plateformes de coordination qui permettent d'assembler tous les acteurs, toutes les instances liées au commerce et à la facilitation des échanges, qu'elles soient du côté public ou privé, voire même également la société civile, les associations de femmes, les universités, les différents hubs. On voit aujourd'hui en matière de commerce électronique, vous avez des hubs qui se forment et donc eux aussi doivent être partie prenante de ces comités pour avoir une véritable prise de conscience et une stratégie qui se veut exhaustive et inclusive.
Donc, les rôles principaux de ces comités nationaux sont tout d'abord la coordination, et dans le contexte dans lequel on vit actuellement, donc c'est primordial, la coordination et la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. D'autres rôles s'ajoutent. Là, à nouveau, cette présentation se veut la plus simple pour mettre l'accent sur la crise du Covid et également le rôle des PME. Et d'ailleurs, à ce titre, les PME sont représentées par les différentes associations de commerçants, sont également représentées par les différentes associations de transitaires. Donc, les comités donnent la part aux PME, mais il est toujours bon de renforcer cette place parce qu'on le voit, en général, les PME ou les petites entreprises ont encore un mot très faible, une voix très faible en matière de décision politique. Elles sont encore très faiblement représentées par les associations de commerçants qui, en général, parlent plutôt des intérêts ou défendent des intérêts des grandes entreprises. Donc, il faut inciter à une prise de parole de ces PME et des petites entreprises, d'autant plus qu'il y a un point qu'on devra aborder, et j'imagine que les questions arriveront à ce sujet, c'est la question du secteur informel, qui évidemment dans tous les pays est très, très, très important, et également au Maroc. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de deux phases. Celle de la crise du Covid, dans laquelle nous sommes actuellement, avec différentes restrictions, des blocages douaniers, des blocages frontaliers, des mesures sanitaires très strictes, des quarantaines qui sont imposées aux différents chauffeurs de camions, des ports qui sont limités, des transits qui sont parfois interdits, même s'il y a des biens essentiels qui sont en jeu. On voit qu'il y a beaucoup de mesures qui sont de l'ordre du protectionnisme économique qui se mettent en place, qui se veulent absolument nécessaires au titre sanitaire, mais qui ont aussi un effet négatif sur le commerce. Donc, il faut arriver à cet équilibre qui est extrêmement difficile à parvenir, j'en conviens. Et à ce titre, la CNUSED a émis un plan d'action en 10 points qui a été publié il y a quelques jours, que je vais résumer et que, pour lequel je vous enverrai le lien dans le chat, pour justement lutter au maximum pour préserver le commerce et surtout le commerce des biens essentiels dans ce contexte de restrictions sanitaires. Et ensuite, vous avez après, qu'est-ce qui va se passer après le Covid? Après le confinement, on va revenir à une libération des différents principes au niveau des frontières, mais est-ce que ça sera vraiment le cas? D'autant plus que les entreprises auront, elles, énormément souffert de ce confinement, et donc on va devoir travailler sur la reprise économique de ces entreprises et principalement de ces PME et du secteur informel qui souffrent chaque jour que l'on fait, que l'on passe, eh bien, nous voyons des drames au niveau individuel, personnel et au niveau des entreprises qui sont là et qu'on devra gérer à la suite de ce confinement. Slide suivant. J'essaie d'aller vite. Si je vais trop vite, vous me le dites. Slide suivant. Donc, les priorités. Les priorités pour cette crise, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à cet équilibre entre la priorité sanitaire. On est là, il y a un virus qui est là, qui atteint le monde entier, et on doit faire en sorte de se préserver au maximum. Donc, on est dans une politique de confinement, plus ou moins partielle, totale, selon les pays. Mais on a également la nécessité de continuer à vivre, de continuer à consommer. Et pour ce faire, le commerce doit continuer. D'où, à nouveau, la nécessité de la facilitation des échanges. La facilité pour que ce dont nous avons besoin aujourd'hui puisse continuer à être échangé, à être transporté, et principalement quand il s'agit de biens qui se veulent donc essentiels,
comme les masques, les médicaments, les tests, et donc tout l'aspect sanitaire dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons ici une citation de notre secrétaire général, Mukisa Kitoui, qui dit évidemment qu'il faut maintenir les échanges maritimes, l'ouverture des ports et le commerce transfrontalier. C'est un principe de base, mais à nouveau, il faut trouver l'équilibre et c'est un challenge très, très compliqué pour les gouvernements, mais aussi pour le secteur privé, de trouver l'équilibre entre la priorité sanitaire et la priorité commerciale. D'où la nécessité aussi d'avoir des comités nationaux qui soient impliqués pour pouvoir trouver le dialogue entre les instances sanitaires, ministère de la Santé, avec le ministère du Commerce, les douanes, le ministère des Finances et les instances représentant le secteur privé. Et à ce titre, nous pourrons également vous envoyer la liste des facilités qui sont demandées pour les fournitures médicales liées au Covid. Donc, c'est aussi notre rôle, comme l'OMC le fait, la CNUSED, notre rôle, c'est aussi d'informer au maximum nos pays membres et les différents commerçants du monde entier sur les différentes modalités qui sont mises en œuvre pour les préserver et les protéger dans cette situation de crise. Dernier slide et après je passerai la parole à mon collègue. Donc les 10 points, de quoi s'agit-il pour parvenir à cet équilibre entre sanitaire, l'aspect sanitaire et l'aspect commercial? Les 10 points. Un, donc, c'est de garantir le transport maritime ininterrompu. Ça peut paraître d'une évidence, mais on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez des transports qui sont arrêtés, vous avez une rationalisation des coûts, que ce soit les bateaux qui, par exemple, ne partent pas parce qu'ils partent quasiment à vide, donc ils préfèrent attendre d'être remplis pour pouvoir partir. Il y a plein de conditions, de considérations qui sont là présentes et qui font qu'aujourd'hui, le transport maritime est interrompu dans beaucoup d'endroits. Le deuxième point, c'est de garder les ports ouverts. Là aussi, ça paraît normal, mais on donne un message ici très fort aux pays membres pour que on ne soit pas qu'il n'y ait pas de dérive protectionniste dans un moment de crise qui demande justement encore plus de coopération. Donc c'est aussi, savoir gérer des contradictions. L'instinct naturel, c'est de se fermer, de se confiner et d'éviter tout contact avec l'autre. Sauf que l'autre, il a aussi les biens dont on a besoin. Idem pour les ports et idem pour tous les échanges commerciaux que l'on voit aujourd'hui. Le troisième point, c'est de protéger le commerce des biens essentiels. À nouveau, là, on parle des médicaments, des masques, des kits qui sont bloqués on a plein d'exemples qui sont bloqués aux frontières, les pays qui imposent des restrictions supplémentaires, qui imposent également des quarantaines aux chauffeurs qui sont obligés de rester 15 jours à certains endroits avec la marchandise. Donc on en arrive à des situations dramatiques. Dramatiques parce que évidemment, on a un coût humain derrière. Là, je dépasserai même la notion économique et commerciale, il y a un coût humain derrière. Ensuite, le quatrième point, c'est faciliter le transport transfrontalier. Ça, on le disait avant, on le dit encore plus aujourd'hui. Donc, c'est important. C'est important. Cinquième point, assurer le droit de transit. Le transit, c'est un droit auquel les pays qui sont enclavés doivent avoir accès. Ce n'est pas une faveur qu'on leur accorde, c'est un droit auquel ils doivent pouvoir, qu'ils doivent avoir respecté par les pays qui sont les pays de transit justement. Emmanuel parlait tout à l'heure de l'exportation du cacao pour arriver en Suisse. La Suisse est un pays enclavé et le pays arrive à faire respecter son droit à avoir accès au port. Eh bien, ça doit être la même chose pour tous les pays. On voit des cas, alors heureusement pour le Maroc, qui est un pays de transit avec
différents accès à la mer, donc c'est magnifique, mais il y a d'autres pays qui souffrent véritablement aujourd'hui de cette situation. Le 6e point, c'est renforcer la transparence, encore plus dans une situation de confinement. Quand on est confiné, qu'on est une entreprise, qu'on n'a aucun accès à l'information, qu'on n'a aucune visibilité sur le court terme ou moyen terme, qu'on ne sait pas de quelle manière sa marchandise va être traitée sur un plan douanier ou sanitaire, c'est extrêmement dommageable. Donc, à nouveau, nos intervenants marocains pourront compléter, mais c'est vrai que la nécessité d'avoir une information qui soit à jour et qui soit accessible à tous est primordiale. Si vous êtes un producteur de dates et qu'aujourd'hui vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre chargement, si vous allez pouvoir l'exporter, s'il va y avoir des taxes supplémentaires, si votre transitaire ne pourra pas être là ou est là au contraire, tout ça, c'est une problématique qui se veut encore plus forte dans un cas de crise. Parce que ce producteur, il va avoir des employés qui vont travailler pour lui, il ne va pas savoir s'il va pouvoir exporter sa marchandise, ce qui veut dire qu'il ne va pas savoir s'il va pouvoir garder ses employés ou pas. C'est à nouveau des considérations humaines qui sont extrêmement fortes. Donc la transparence, elle va dans le sens de la digitalisation, j'arrive pas à parler, et la simplification. Et pour ce faire, la CNUSED donc collabore, comme l'a dit Emmanuel, au Global Trade Help Desk, et on a également les portails d'information que nous avons mis en place dans plusieurs pays qui permettent de systématiquement définir toutes les procédures étape par étape et avec une mise à jour permanente en fonction du contexte. 7e point, favoriser le commerce sans papier. Évidemment, aujourd'hui, quand on doit faire ces procédures et qu'on est confiné, le commerce sans papier est encore plus pertinent. Les guichets uniques, toutes les mesures encore que l'on trouve dans la facilitation des échanges, comme le traitement avant arrivée, comme il y a beaucoup d'aspects sur le commerce sans papier qui sont déjà reflétés dans l'accord sur la facilitation des échanges, mais à nouveau encore plus pertinents dans des situations de confinement. Ensuite, voir les implications juridiques, ça c'est évident. Quand on parle de chômage partiel, quand on parle d'assurance, parce que évidemment, si on reprend l'exemple du producteur de dates, eh bien, il a un contrat, il a signé des contrats. S'il ne peut pas délivrer à temps sa marchandise, que se passe-t-il? Son client peut se reporter contre lui. Voilà, toutes les implications juridiques qui vont également prendre beaucoup de notre temps à tous après le confinement. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est de protéger les fournisseurs de services de transport. À nouveau, quand on parle de protéger les fournisseurs de services de transport, on parle de tous les employés, tous les travailleurs qui sont dans les sociétés maritimes, les sociétés de transit, qui font face au traitement pas forcément sympathique au niveau des frontières, qui doivent être assujettis aux différentes quarantaines, aux tests, à des choses qui ne sont pas forcément dignes aujourd'hui, et donc il faut les protéger. Et enfin, le 10e point qui s'adresse davantage aux organisations internationales comme la CNUSED, c'est de prioriser l'assistance technique et d'aller au plus pertinent et au plus urgent. Et donc, dans ce sens, je finirai par ces points et je reprendrai la conclusion d'Emmanuel. C'est encore à nouveau d'aller dans la simplification des procédures, et ça on le fait depuis des années dans différents pays, simplifier, faciliter les procédures du commerce et rendre le commerce de plus en plus digital pour que ce soit le plus performant. Et à ce titre, et je finirai par ça, j'aimerais vous rappeler que cette semaine, la CNUSED organise la e-commerce week avec des webinars que nous avons tous les jours et dont j'incite tous les animateurs et les participants à se connecter sur le site de la CNUSED et à voir les différents webinars qui ont lieu actuellement sur le commerce électronique aujourd'hui et encore plus
avec la situation de Covid. J'en arrête là. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Alex. Merci beaucoup. Alex, à toi la parole. Ouais, ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Parfait. Donc, pour ma part, je vais poursuivre la présentation de l'ActuSED qui fait suite évidemment à la partie qui a été présentée par Céline Bacro. Maintenant, Céline tout à l'heure a parlé des différentes phases. Bien sûr, nous sommes toujours malheureusement dans cette phase de crise sanitaire, donc la crise du COVID-19. Maintenant, moi, j'aimerais m'intéresser davantage au rôle du Comité national de facilitation des échanges. Céline en a parlé tout à l'heure dans sa présentation. Qu'est-ce qu'un comité? C'est une plateforme de dialogue entre le secteur public et le secteur privé qui s'attaque justement à ces enjeux de facilitation des échanges. On a tendance à dire à la CNUSED qu'il y a 4 types de représentation au sein des comités nationaux de facilitation des échanges. On a bien sûr le ministère du Commerce, on a bien sûr les autorités douanières, on a également les autres agences qui sont normalement présentes à la frontière. On peut penser à la sécurité, au ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, parfois, c'est très pertinent. Et finalement, comme 4e type de représentation, on a les gens du secteur privé. J'espère d'ailleurs que parmi nos participants à ce webinaire, on a des gens qui participent aux activités du Comité national de facilitation des échanges. Donc, on travaille énormément à la CNUSED avec les membres des comités nationaux de facilitation des échanges un peu partout dans le monde. Le secteur privé est normalement représenté par les chambres de commerce, les associations qui sont sectorielles. On a des associations de femmes entrepreneurs ou de PME, de petites entreprises également. Donc, quel est le rôle des comités nationaux de facilitation des échanges pendant cette crise? Ça peut paraître même, on peut même questionner la pertinence des comités pendant la crise. On peut penser que justement, l'attention devait se mettre entièrement au service de la lutte contre la crise sanitaire. Mais en fait, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il y a un rôle essentiel qui devrait être joué par les comités nationaux de facilitation des échanges. Le premier rôle, ce serait celui de communication. On en a parlé tout à l'heure avec Céline. Effectivement, il y a une évolution, je crois que même Madame Emmanuelle en a parlé, il y a une évolution réglementaire qui est extrêmement rapide ces jours-ci. Donc, presque à chaque jour ou à chaque semaine, il y a des nouvelles règles, des nouvelles procédures à la frontière. On entend beaucoup nos contreparties qui sont sur le terrain dans les pays en développement nous rapporter que justement c'est compliqué d'être en conformité avec cette évolution très rapide des règles. Donc, il est important pour les comités de bien communiquer avec leurs parties prenantes, avec leurs membres, ainsi que les PME qui peuvent ne pas être au courant de chaque évolution réglementaire. C'est important pour les comités de communiquer avec les opérateurs économiques, de partager des informations qui soient à jour pour éviter les fake news, pour éviter les informations qui pourraient être erronées, qui pourraient ne pas être à jour. Donc, c'est important pour les comités de bien communiquer sur les évolutions réglementaires législatives et de procédures à la frontière pour permettre aux PME justement de poursuivre leurs activités économiques et de commerce. Maintenant, comme deuxième rôle pour les comités nationaux de facilitation des échanges, on peut penser à l'identification des problèmes. C'est essentiel de faire bien remonter les problèmes rencontrés par les PME, par les très petites entreprises à la frontière ou au port pour sensibiliser les autorités gouvernementales afin qu'ils puissent agir rapidement. On entend beaucoup des échos de nos partenaires sur le terrain qui nous disent on vit des problèmes de transit, on vit des problèmes de contrôle renforcé, on nous demande de nouveaux documents, on fait face à de nouvelles procédures. Donc, c'est important justement d'identifier ces problèmes, ces goulots d'étranglement, si on peut dire, pour bien les faire remonter auprès des autorités responsables. Maintenant, dans un troisième type de rôle pour les CNFE, ce serait un rôle de proposition. Parce qu'après avoir communiqué, après avoir identifié les problèmes, c'est important que les comités soient capables justement
de faire des propositions, de proposer des idées, des politiques au gouvernement pour justement limiter l'impact des mesures qui sont évidemment essentielles pour lutter contre la pandémie de COVID-19, mais aussi faciliter le commerce international pour éviter justement peut-être la deuxième ou la troisième crise qui sera vraisemblablement la crise économique, la crise du commerce international. Donc, c'est important, voire essentiel que les comités nationaux de facilitation des échanges soient en mesure de faire des propositions de politique afin d'aller de l'avant. Maintenant, prochaine slide. Pour ce qui est du Maroc et après la crise, que doivent faire les pays, que doit faire plus particulièrement le Maroc après justement la crise? Malheureusement, nous ne savons pas quand la crise arrivera à la fin, mais pour éviter justement la prochaine crise qui pourrait malheureusement être économique, il faut en fait que les pays prennent justement des mesures pour éviter justement des drames sociaux, une récession qui pourrait être malheureusement mondiale. Et justement, la facilitation des échanges pourrait être tout à fait un outil envisagé et envisageable pour renforcer les politiques de développement, pour accroître le PIB, pour justement relancer les exportations et les importations. On nous dit en fait, plusieurs organisations internationales s'intéressent justement à l'impact économique du COVID. Et ce qu'on voit, c'est qu'on attend une forte chute, c'est l'OMC qui le dit, une forte chute attendue du commerce avec une économie mondiale qui va être vraisemblablement bouleversée par le COVID-19. Une baisse qu'on estime entre 13 et 32 % du commerce mondial en une année. On estime également qu'il y aura une reprise l'année prochaine, mais quand même, il faudrait voir les mesures de facilitation des échanges, notamment l'accord de facilitation des échanges de l'OMC, comme justement un outil, une possibilité pour justement atténuer l'impact économique du COVID et relancer les importations, les exportations afin d'éviter cette crise économique mondiale. Maintenant, qu'est-ce que le Maroc doit faire? On parlait justement de l'accord sur la facilitation des échanges. L'image que renvoie le Maroc, c'est un pays qui est avancé, qui est dynamique, qui prend très au sérieux la mise en place, la mise en œuvre des réformes sur la facilitation des échanges. Il y a un principe qui est fondamental, Céline en a parlé tout à l'heure, c'est la transparence. La transparence dans les réglementations, les procédures sur le commerce transfrontalier, mais aussi la transparence en vertu de l'accord sur la facilitation des échanges. Et pour ce faire, comment ça se traduit dans la pratique, c'est que les pays doivent se soumettre à un exercice de transparence qui est peut-être parfois demandant, qui est de soumettre des notifications, des renseignements, des informations sur ces procédures transfrontalières. La bonne nouvelle, c'est qu'en regardant justement l'ensemble des notifications qui ont été fournies par le Maroc, c'est qu'il n'y a que 2 notifications qui sont manquantes. La première, c'est les arrangements conclus pour la fourniture de l'assistance technique qui était due en 2018. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? En fait, Céline en a parlé un peu en introduction. Une des priorités, ce sera de justement prioriser l'assistance technique. C'est important pour ce faire de partager l'information. Quelle a été l'assistance technique et financière fournie en matière de facilitation des échanges au Maroc au cours des dernières années? C'est important que les autorités marocaines partagent ces informations auprès du secrétariat de l'OMC en soumettant une notification disant « Nous avons eu de l'aide qui a été financée, par exemple, par l'Union européenne pour la mise en place d'un guichet unique ou pour la mise en place de guichets d'information, par exemple. » Le deuxième type de notifications qui sont toujours manquantes, c'est les points de contact pour les services chargés de coordonner cette assistance et ce soutien afin d'établir les priorités. Effectivement, il faut nommer une personne ou un service qui sera en charge de coordonner cette assistance technique. Et bien sûr, fournir l'information à l'OMC afin que ça puisse être distribué à l'ensemble des membres de l'OMC ainsi qu'aux partenaires de développement afin justement d'identifier les personnes qui pourront mieux guider les points focaux pour bien canaliser l'assistance technique et le financement. Ce sera excessivement important justement de le faire pour l'après-crise, pour pouvoir
effectuer cette distribution de l'assistance. Maintenant, en vertu de l'accord sur la facilitation des échanges, il y a des flexibilités en vertu du principe de traitement spécial et différencié. Donc, des flexibilités, des privilèges, des droits pour les pays en développement ou les pays les moins avancés. Le Maroc, faisant partie de la famille des pays en développement, il a droit justement à ces facilités. Quelles sont-elles? Une des principales, c'est la catégorisation des mesures. En vertu de l'accord, il y a grosso modo 36 mesures de facilitation des échanges au sein de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Ces 36 mesures doivent être catégorisées, soit en A, B ou C. Une catégorie A désigne une mesure qui aurait été déjà mise en place par le pays. C'est une mesure qui a été mise en œuvre. Une catégorie B désigne une mesure qui nécessiterait une période de transition qui doit être décidée par le pays afin de compléter la mise en œuvre de la dite mesure. Donc, on peut penser que, par exemple, un pays dit « nous avons besoin, par exemple, de 3 ou 4 ans pour mettre en place les mesures de transparence, notamment la publication des renseignements sur Internet. » Donc, la catégorie C désigne les mesures qui nécessitent à la fois une période de transition pour la mise en place par les pays et de l'assistance technique et financière par ces pays. Encore une fois, le pays comme le Maroc a effectué cette catégorisation et a fourni les renseignements à l'OMC. Il a notifié 1, 2, 3, 4, 5 mesures dans la catégorie C. Chacune de ces mesures a bien sûr une période de transition particulière jusqu'en 2025 ou 2028, je crois. Et ces mesures, on les retrouve ici. Il y a déjà la notification de contrôle ou d'inspection renforcée, le traitement avant l'arrivée, la gestion des risques, les marchandises périssables et le guichet unique. Ce qu'il y a d'intéressant dans le contexte actuel, c'est que ces mesures sont pertinentes justement dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Pourquoi? Parce que la première, sur la notification des contrôles renforcés, est une mesure de transparence afin de s'assurer que les opérateurs économiques et les partenaires commerciaux sachent quelles sont les mesures de contrôle renforcées pour lutter contre une pandémie ou n'importe quelle menace à la vie ou à la santé des personnes, des animaux ou des plantes. Ensuite, il y a évidemment la gestion des risques. Pourquoi cette mesure de facilitation des échanges est-elle pertinente dans le contexte actuel? En fait, ce que l'accord dit, c'est qu'il faut que chaque pays établisse un système de gestion des risques en fonction justement du risque. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ferait de l'import-export de manière régulière et qui a un bon historique de conformité avec les règles, avec les lois en vigueur, pourrait justement par exemple, être considéré comme une entreprise, donc un bon élève, donc mériter certaines facilités au niveau des procédures, des documentations requises. Tandis que le même système pourrait identifier certaines marchandises, certaines entreprises ou certains pays de provenance comme étant plus risqués et donc mériter davantage de contrôle physique. Et bien sûr, il y a le guichet unique qui permet aux entreprises de limiter les contacts avec les personnes, avec les institutions, en mettant en place justement un guichet qui est unique pour effectuer l'ensemble des procédures et pour soumettre l'ensemble des documents pour compléter la procédure de commerce international. Donc, pour l'après-crise, il serait essentiel que justement le Maroc complète déjà la soumission de ses notifications en matière de transparence et dans un deuxième temps, peut-être accélère sur la mise en place de ces mesures de catégorie C qui ne sont pas encore complètement mises en place dans le pays afin justement d'aider les PME. Pourquoi justement on parle tant de facilitation des échanges pour les PME? C'est qu'on dit que justement les PME vont profiter davantage de la mise en œuvre de ces mesures que les grandes entreprises qui ont l'habitude de faire énormément de commerce international parce que les PME ont moins de capacités humaines, financières et donc sont impactées de manière disproportionnée par les procédures qui peuvent être longues, qui peuvent être coûteuses. Gardons à l'esprit que justement la facilitation des échanges
a pour but de réduire les coûts et les délais des procédures transfrontalières. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible afin de garder un peu de temps pour les questions. Donc ça met un terme à notre présentation. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour cette présentation très riche et aussi à Céline pour le détail que vous avez donné et toutes les précisions que vous avez données justement pour le contexte marocain. Et c'est une bonne transition justement, parce qu'avec nous, Monsieur Saïd Mghraoui, qui est le directeur de la politique des échanges commerciaux du ministère du Commerce et d'Industrie, de l'Investissement, de l'Économie verte et numérique, et qui est en même temps le coordonnateur du Comité national de la facilitation des échanges. Donc voilà, Simraoui, donc tu as une occasion de réagir parce que tu as été interpellé à plusieurs reprises par rapport au comité de facilitation des échanges, mais aussi par rapport aux mesures qu'a pris notre pays, et il y en a plusieurs, pour lutter contre cette crise en termes de facilitation des échanges. À toi la parole, Saïd. Oui, merci Voilà. de nous avoir fait participer à cette rencontre actuelle. Donc, pour le thème, Tu peux approcher le micro, s'il te plaît? Voilà. vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Donc, le thème a une grande importance par rapport à la conjoncture actuelle. On est dans une situation inédite. Donc, on n'aurait jamais pensé être pour voir des scénarios. Ça coupe. Tu peux t'approcher de l'ordinateur parce que tu mets pas de casque, donc c'est voilà. C'est bon. C'est bon? Oui, là c'est mieux. Ouais. D'accord. Donc, on est dans une situation inédite qui est très particulière. Les PME sont les premières victimes de ce. Non, on n'arrive pas à entendre. Je pense que ton écran est loin ou c'est le micro de l'ordinateur, voilà. Ah ben, Voilà, là c'est mieux. Il faut rester approché, collé à l'ordinateur. je peux m'approcher, apparemment, c'est pas un problème pour moi. Oui, là c'est mieux. Là c'est mieux. Il faut s'approcher au maximum de l'ordinateur, voilà. D'accord. Merci. Alors, la situation inédite a beaucoup surtout sur les petits. Non, pas du tout. Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, il faut pas changer le sens de ton visage. Il faut rester en face du micro, comme ça, on diminue. Je pourrais peut-être utiliser un micro. Là, vous m'entendez? Ouais, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je disais que la situation inédite dans laquelle on vit actuellement présente beaucoup de défis pour les entreprises et surtout pour les petites et moyennes entreprises parce que vu qu'ils sont vulnérables et qu'ils ont des capacités à pouvoir survivre parfois sans activité ou dans une activité relativement réduite. Et donc leur capacité, elle est vraiment très faible. Donc plusieurs mesures ont été mises en place en faveur des entreprises, comme dans n'importe quel pays, afin de faciliter l'accès au financement, de régler certains problèmes liés aux déclarations fiscales, un certain nombre d'éléments de prise en charge également des salaires pour les entreprises qui ont dû arrêter pendant une période. Donc, tous ces éléments ils ont été mis en place pour sauvegarder notre tissu productif constitué généralement par des petites et moyennes entreprises. Je dirais que la situation s'est traduite au Maroc d'abord par un impact très important pour les entreprises exportatrices. Rien qu'au premier trimestre,
de l'année 2020, nos exportations ont baissé de près de 25% par rapport au premier trimestre de l'année d'avant. Et lorsque je dis trimestre, c'est même pas toute l'année, tous les 3 mois, en fait. Le problème n'est apparu chez nous, d'ailleurs, au Maroc. On a commencé à avoir des perturbations. Ce n'est qu'au cours du mois de mars, c'est-à-dire que le mois de janvier et février étaient, disons, relativement normaux. Alors, ça donne une idée sur l'impact qu'on aura en fin d'année, peut-être en 2020, on aura un impact vraiment très fort. Toutes les entreprises vont en pâtir, dans tous les secteurs, d'une manière générale. À part le secteur pharmaceutique et le secteur de l'industrie agroalimentaire, peut-être qu'ils seront un peu moins impactés, mais tous les autres secteurs seront impactés. Ça, du côté marchandises, du côté services, c'est encore plus important. Le premier service exporté par le Maroc est le tourisme. Alors l'impact, il est complètement très fort parce que pratiquement toute l'activité s'est arrêtée au niveau du tourisme. Il y a également les services du transport aérien qui sont également totalement en arrêt. Donc, l'effet, il est très important. Mais à cela, on doit, nous, au moins au niveau du ministère, on a essayé de compenser ces effets par rapport aux entreprises qui sont encore opérationnelles, de compenser cet effet par des mesures au moins de facilitation qui permettent aux entreprises de fonctionner dans des conditions plus ou moins optimales, au moins sur le plan commercial. Le Maroc reste un pays qui a besoin d'exporter et il a également besoin d'importer. Parce que sur le plan alimentaire, nous ne sommes pas autant suffisants. Il y a beaucoup de produits que nous devons importer. Et maintenant, qui sont des produits de consommation de base, tels que certains types de céréales, des légumineuses, quelques produits alimentaires. En même temps, la situation, elle est un petit peu dramatique. Lorsque les malheurs tombent, il n'y a pas un seul, il y en a plusieurs qui parfois tombent en même temps. Cette année-là, on a vécu une année relativement de sécheresse. Donc, on a plus besoin, on a une production en matière de céréales un peu moins importante que l'année dernière. Donc, on est plus amené à importer. En même temps, la demande internationale a explosé parce qu'il y a un recours très important pour l'approvisionnement dans plusieurs pays. Et donc, ce qui fait que le besoin d'importation devient de plus en plus important par rapport à une demande difficilement, plutôt une offre difficilement exportable vers le Maroc. Donc, au moins, les prix ont été, je dirais, parfois, ont connu des hausses très importantes des matières. Donc, il fallait réduire un peu les coûts. Donc, on a fait des efforts par rapport à certaines institutions qui travaillent au niveau du port pour réduire au minimum les délais de passage au port de certaines matières et notamment les produits de base pour ramener le produit à être disponible sur le marché domestique au moindre coût. En même temps, on a été obligé de supprimer des droits de douane sur ces mêmes produits. On a carrément ramené les droits de douane à zéro pour un certain nombre de produits pour permettre de compenser la hausse des prix. En même temps, ce sont des produits qu'il faut nécessairement
ramener sur le marché domestique. En même temps, certaines mesures de facilitation, telles que les mesures de dématérialisation, de toutes les procédures ont été mises en place. Nous avons déjà commencé il y a un peu longtemps avec Portnet, qui est notre guichet unique virtuel du commerce extérieur. Nous avons déjà commencé à dématérialiser un certain nombre de procédures, mais il en restait d'autres. Il a suffi que cette pandémie arrive pour que ça nous encourage à aller beaucoup plus rapidement et à aller beaucoup plus vite. Donc, ça a été un facteur d'accélérateur, en quelque sorte, de la dématérialisation de certaines procédures. Et c'était assez important pour les entreprises. D'abord parce que ça a permis en même temps de résoudre certains problèmes liés au confinement, donc le déplacement des personnes dans les administrations et dans les différents endroits. Donc, et en même temps, ça permettait de réduire le temps, les délais et tous les dispositifs liés au dédouanement. Donc, comme je l'ai dit, nous avons déjà auparavant entamé des actions en matière de facilitation dans le cadre de la commission et notamment en matière de dématérialisation des procédures. Nous avons un document au niveau du ministère qui est nécessaire pour chaque opération d'importation et d'exportation, c'est le titre d'importation ou l'engagement d'importation. Il a été déjà dématérialisé depuis 2016. Donc, vu la quantité d'échangés de ce produit, si je ne me trompe pas, Jalal, vous pouvez me corriger, nous avons près de 700 000 documents de ce genre par an. Ouais. Donc 700 000 documents. Et si ces documents n'étaient pas dématérialisés, alors il faut imaginer quelle aurait été la pagaille en termes de traitement de 700 000 documents qui doivent venir parfois au ministère, qui doivent venir aux banques, dans un climat de ce genre de confinement. Donc, ça a été vraiment quelque chose que nous avions finalement senti, en quelque sorte, un retour sur investissement qui est relativement très important dans cette situation. Même si le retour sur investissement d'un point de vue purement commercial était implicite parce que les opérateurs travaillent d'une manière beaucoup plus fluide, mais il est beaucoup plus sensible dans une situation de ce genre où ça aurait été vraiment un facteur de blocage carrément de toutes les opérations si on avait à les traiter manuellement, papier, etc. Donc, c'était important. Et là, cela nous amène donc à réfléchir à plus de facilitation, à plus de dématérialisation dans les différentes procédures. En tant que coordonnateur de la commission de facilitation, nous avons donc inscrit un certain nombre plusieurs actions d'optimisation et de procédures et de dématérialisation. Ces actions nous pensons donc les mettre en place d'une manière définitive sur un horizon temporaire de 2 à 3 ans, y compris la complète transformation de Portnet en un guichet unique. Actuellement, Portnet constitue un guichet de procédures de commerce extérieur. Il comprend un certain nombre de procédures, mais il ne comprend pas encore la totalité. Donc, actuellement, il est au point C, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il est dans la liste C de notre notification, mais on pense pouvoir être totalement
le mettre dans la liste A d'ici 2 à 3 ans, lorsqu'il sera totalement transformé en guichet unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autres guichets à part Portnet pour l'opérationnalisation des procédures de commerce extérieur. Pour les autres points au niveau de la liste C, notamment en ce qui concerne la gestion des risques, nous sommes également en train de travailler avec les différentes structures qui doivent intégrer le processus de gestion de risque. On l'a déjà opérationnel au niveau de l'administration des douanes, donc pour tout ce qui est opération douanière, mais ce n'est pas encore un dispositif qui est opérationnel au niveau du contrôle non douanier. Je parle du contrôle sanitaire ou du contrôle des règlements techniques où ce n'est pas encore mis en place d'une manière scientifique. Donc, nous sommes en train de l'intégrer. Et de ça, on pourrait donc d'ici quelques années être en mesure de pouvoir dire que le Maroc va appliquer l'accord sur la facilitation des échanges dans son intégralité. Donc, je crois que je vais me limiter à ces éléments. Je suis donc à votre disposition pour pouvoir... Merci beaucoup, M. Saïd, pour ces clarifications. Okay. Donc, en tout cas, nous espérons, en fait, et le Covid l'a démontré, que les 2 ans peuvent devenir 2 mois. Ça, c'est ce que tu voulais dire. Hein. C'est le Covid-19 peut transformer les 2 ans ou les 3 ans en 2 à 3 mois. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, juste pour partager avec vous. Donc, on a pu intégrer, je pense, 7 départements en 2 semaines, 7 nouveaux départements gouvernementaux au guichet unique en 2 semaines, grâce à l'urgence du Covid. Et là, on a une bonne transition et on va passer aux exportateurs, aux représentants des exportateurs, M. Aziz Montrache, qui s'impatientait. Donc, voilà, à vous la parole pour donner la voix des exportateurs. Merci d'être parmi nous, M. Aziz Montrache. J'espère que vous me recevez bien. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que il y a quelque chose avec la voix. Il y a quelque chose avec le son. C'est Aziz, tu es connecté 2 fois. Tu es connecté 2 fois, donc il faut se déconnecter une fois. C'est pour ça qu'on a ce problème de son. Vous permettez? Appeler de l'assistance et entre-temps, on peut passer à Rachid Tahri, qui est le président de l'association des freight forwarders, qui pourra nous parler de l'impact sur les freight forwarders et puis aussi parce que toutes ces entreprises-là constituent des PME-TPE et qui sont au quotidien en permanence en contact avec les TPE-PME qui exportent et qui importent. Et eux, ils ont bien senti les impacts de cette épidémie de cette pandémie sur l'ensemble des activités d'import-export. C'est Rachid, à toi la parole. D'abord, Portnet, c'est bon? Vous m'entendez? Très bien, okay. Merci. Alors, je disais bonjour tout le monde. Je remercie Portnet pour cette initiative. C'est vraiment très, très important parce qu'effectivement, comme on l'a constaté sur les 2 présentations, c'est que la communication est importante pendant cette période de confinement et cette crise aussi sanitaire qu'économique. Donc, moi, je voudrais commencer par la situation, je dirais la situation du commerce au Maroc, commerce transfrontalier ou commerce international. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que par rapport
À l'aérien, comme vous le savez tous, nos membres sont tous à l'arrêt. Donc, les magasins sont pratiquement fermés. Tous les magasins qui sont à l'aéroport sont pratiquement fermés. Nous avons c'est-à-dire que la production est à zéro, sauf quelques produits comme tout ce qui est médical. Après, par rapport au transport routier, nous avons le transport routier continue à travailler sur certains secteurs, sur certaines activités, comme tout ce qui est transport du périssable. Là encore, c'est très aléatoire puisque normalement c'est la saison, parce que la saison commence chez nous à partir de septembre jusqu'au fin mai, voire fin juin. Aujourd'hui, on continue, mais à des rythmes très aléatoires parce que vous savez très bien que chaque pays essaie de vendre ses produits. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup par exemple, pour la France, c'est consommé français, le Maroc, c'est consommé marocain, et ainsi de suite, pour ne donner que ces deux exemples. Donc, on le voit sur certains produits. Il y a certains produits qui sont bien exportés et d'autres qui ne sont pas, qui sont un petit peu à la demande, mais une demande un peu spéciale par rapport à l'année dernière. Nous avons aussi, quand on parle du maritime, le maritime, en fait, nous n'avons pas senti vraiment une baisse à aujourd'hui. Je pense qu'on la sentira par la suite. Le maritime on continue à recevoir parce que on ne fait que, si vous voulez, les arrivées sont beaucoup plus des arrivées des marchandises qui étaient bloquées lors du confinement des pays asiatiques et d'autres pays. Donc, j'ai même vu qu'il y aurait même des congestions dans certains ports européens à cause du flux important qui est arrivé en même temps. Par rapport, pour revenir au routier, le routier, nous avons des entreprises qui sont à l'arrêt, toutes les entreprises qui travaillent dans tout ce qui est automotive, puisque dans l'automobile est à l'arrêt, et donc les enfants sont pratiquement à l'arrêt. Donc là, on peut dire que c'est du plus de 70% des marchandises qui sont des entreprises qui sont à l'arrêt. Donc, c'est des entreprises qui ne leur reste que pratiquement le flux reçu, et donc il n'y a que le côté distribution qui continue un petit peu à travailler, mais tout ce qui est à l'international, nous ne travaillons pas du tout. Nous avons, pour vous donner un exemple, nous avons fait un calcul avec le port de Tangemet. Nous sommes à plus de 1500 camions arrêtés au niveau des camions arrêtés pour l'international. Pour le national, le national, ça circule. Bien sûr, essentiellement les denrées alimentaires et tout ce qui est médical. Et donc, on peut dire qu'il y a du mouvement. Le stockage aussi, mais le stockage, c'est un faux stockage puisque comme il n'y a pas de consommation, les entrepôts sont pratiquement archi pleins, et on demande même à d'autres, on travaille même entre nous pour essayer justement de gérer cette congestion, on va dire, au niveau des entrepôts logistiques. Le Maroc a fait aussi bien au même niveau que tous les autres pays, bien sûr, des accompagnements à travers bien sûr le fonds Covid qui a été institué par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, et nous avons aussi toutes les mesures qui ont été faites par la Direction générale des impôts, la CNSS par rapport à tout ce qui est charges sociales pour les entreprises. Effectivement, il y a maintenant, la problématique qui se pose, comment ça va évoluer, parce que toutes ces mesures ont été faites de manière à aller jusqu'à fin juin, mais la problématique se pose, et je pense qu'il y a des spécialistes qui se sont penchés
sur l'après-confinement, parce que c'est l'après-confinement qui va poser le problème aussi bien pour le côté sanitaire que pour les côtés économiques, parce que on ne saura pas comment gérer toute cette population qui a un peu perdu la manière de travailler, je pense. C'est un petit peu, ça va être très délicat parce qu'on a perdu un peu l'habitude de travailler ensemble, bon, à travers bien sûr les outils digitaux que nous avons, oui, c'est bien, mais je pense que dans notre métier, nous avons besoin quand même de ce contact, nous avons besoin quand même de travailler, un travail de proximité, surtout les personnes que nous avons au niveau des ports, les douanes qui sont obligées aussi d'être présents, et là, on cherche justement les chauffeurs, on cherche de gérer cette partie-là. Et pour revenir effectivement, et vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Céline, effectivement, la partie chauffeur est une partie très très délicate parce que d'abord on va dire, c'est un transporteur éventuel de virus, mais c'est aussi c'est un côté vertueux, c'est une personne qui quand même fait un maximum pour que la marchandise arrive à destination. Seulement, avec cette peur du virus, nous constatons que nos chauffeurs en Europe sont des fois bloqués au niveau des frontières, et là on tombe dans des problématiques vraiment de la vie privée. On vous demande de la température, on essaie de se renseigner on vous teste la température, on vous demande un certain document, on vous demande de ne pas descendre de votre camion, et donc c'est une population qui souffre énormément par rapport à ça, parce que il y a aussi le danger de la part de la peur par rapport au chauffeur, qui a aussi peur qu'il attrape cette maladie à l'extérieur et qu'il revienne dans sa famille avec un virus. Et donc nous travaillons un petit peu, et là je reviens aussi parce que là j'avais noté toutes les propositions. Moi, je pense que la question des ressources humaines est très importante à gérer. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de la TPE, de la PME, aujourd'hui, la PME n'a aucun moyen le patron a toujours travaillé dans tout ce qui est on va dire le quotidien, mais il n'a aucune notion comment gérer les ressources humaines pendant cette période de crise, parce que nous n'avons jamais vécu cette crise. Nous avons vécu les crises, on va dire, économiques, mais les crises économiques, il y avait quand même un flux, et donc on se disait, bon, ça va passer, et on faisait avec, et même à l'époque, il n'y a pas eu vraiment d'aide pour les entreprises, parce qu'on se disait, bon, on arrive quand même à faire notre place, et on arrive quand même à dépasser. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes obligés, la TPE et la PME est obligée de gérer les ressources humaines. Et donc, comment gérer ces ressources humaines? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce qu'il faut tout en essayant de garder le maximum, mais comment garder le maximum, comment ne pas envoyer les gens au chômage, même quand on fait si vous voulez, le travail 50-50, c'est toujours très délicat. Il y a des gens qui vous disent non, moi je préfère venir au bureau, je n'ai pas l'habitude de travailler à la maison, c'est très compliqué, j'ai un peu une petite maison, comment faire avec mes enfants, je ne suis pas concentré, c'est très complexe et c'est très délicat, et en plus l'être humain ne veut pas rester à la maison, ça c'est clair, on a toujours besoin de cette liberté. Donc, il y a une problématique de gestion des ressources humaines, que ce soit côté légal, que ce soit le côté, on va dire, relationnel. Nous avons aussi, par rapport à ça, quand on parle de facilitation, là, la problématique se pose énormément, parce que la facilitation pour le commerce transfrontalier est très compliquée. Pourquoi? Parce que, et surtout maintenant, parce que vous avez la peur
du virus. Donc, les ports essaient de se prémunir au maximum, sont vraiment fermés, et ça, c'est une très bonne chose parce que je vois que nos ports n'ont pas fermé du tout, au contraire, ils ont travaillé du 24 sur 24 pour justement ne pas tomber dans ne pas lâcher le commerce international et rester un vecteur ou un vecteur important, mais il reste toujours cette question de le produit, comment gérer ce produit au niveau des frontières. Et là, je pense que au niveau de la documentation, nous avons fait une demande parce que nous avons eu quelques soucis avec l'Europe, que ce soit en France ou essentiellement en France et en Espagne comme pays avec qui nous travaillons les deux premiers partenaires. Ben, c'était la question des EUR1. Les EUR1, c'était très compliqué parce que les douanes espagnoles ne voulaient pas donner des EUR1 physiques parce qu'il y avait la problématique du papier qui risque d'être contaminé aussi. Et donc, il y a la problématique des cachets, la problématique. Et donc, nous avons travaillé avec l'administration des douanes et se sont approchés de la Commission européenne où nous sommes arrivés quand même à quelque chose de provisoire en attendant qu'on dépasse cette crise. Donc, ils acceptent quelques EUR, même s'ils sont pas, s'ils sont juste, si vous voulez, si vous voulez, la signature est imprimée. Donc, on est un peu dans l'obligation, en fait, d'aller rapidement sur la digitalisation. Aujourd'hui, les EUR continuent à circuler, tout ce qui est phytosanitaire aussi. Et donc, nous devons justement aller très vite sur cette reconnaissance mutuelle des contrôles de manière à dépasser cette problématique d'attente des marchandises aux frontières. Nous avons aussi effectivement la question de catégorisation, mais nous avons commencé depuis longtemps avec la catégorisation. Effectivement, la douane a bien avancé avec la catégorisation, avec l'opérateur économique agréé, mais il reste encore d'autres contrôles, d'autres opérateurs de contrôle aux frontières qui doivent aller vers cette catégorisation le plus tôt possible, comme l'ONSA, comme l'Office national de sûreté sanitaire, ou comme le commerce pour toute la partie, si vous voulez, contrôle des normes et de qualité. Donc, je pense qu'il est important au niveau de l'OMC, qu'on se penche sur ces problématiques, parce que c'est là où il peut y avoir à part, bien sûr, un peu, on aura c'est sûr quelques pays qui vont commencer à se protéger, et qui dit protection, bien sûr, dit les barrières non tarifaires. Donc, à travers certaines. Donc, il faut faire très attention pour qu'il n'y ait pas ce type d'agissement ou qu'on profite de cette situation pour revenir au système d'avant. Alors, le plus difficile pour nous, en tant que freight forwarder, en tant qu'organisateur de transport, c'est justement pouvoir aller rapidement sur la digitalisation et minimiser le déplacement de nos collaborateurs au niveau des ports. Et on le voit par exemple, on le voit dans quelques pays. Là encore, la semaine dernière, on était en webinaire avec quelques organisateurs de transport au niveau de l'Afrique. Et là, effectivement, il y a un souci parce que certains pays ne sont pas du tout dans cette optique de facilitation, et surtout pour les pays qui sont enclavés, et il y en a beaucoup au niveau de l'Afrique. Et là, effectivement, ça va faire très mal, parce que si ça continue comme ça,
il y a le risque de fermeture des frontières. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire, et s'il y a quoi que ce soit, ben, je suis à votre disposition. Merci. Merci, c'est Rachid, que vous avez porté la voix des freight forwarders et puis de vos clients. Maintenant, on va réessayer avec c'est Aziz Mantrache cette fois-ci. Est-ce que tu... Je vais essayer. Voilà, là ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, moi, je vais dire, étant donné que monsieur le modérateur a laissé dépasser le temps, je vais essayer de réduire. J'avais une présentation verbale avec des remarques pour une quinzaine de minutes. Je vais essayer de me limiter à 5 minutes, si tu permets, pour que tu puisses faire... Merci beaucoup. Comme ça, on peut prendre quelques questions. Il y a des questions-réponses, parce que les gens s'impatientent à poser des questions et avoir davantage de visibilité. Au sein de la SMEX, bien entendu, on accorde énormément d'importance aux facilitations de procédures. Pour nous, c'est un axe prioritaire. Et donc, en partenariat avec le comité de coordination des facilitations de procédures du ministère, en partenariat avec les autorités portuaires d'une manière générale et de Portnet, nous essayons d'être une force de proposition parce que nous écoutons la base, ceux qui disent quels sont leurs problèmes de terrain, et on vient avec des propositions. Et je dois avouer que nous faisons des avancées très, très importantes pour les facilitations de procédures. Maintenant, M. Mraoui a déjà dépeint la situation et l'impact du Covid sur l'exportation. C'est vrai, nous avons constaté justement un impact très important sur les exportateurs. À plus forte raison que le marché du Marocain, de l'exportateur marocain, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, ça représente 2/3 de notre commerce extérieur. Et puisque une bonne partie de l'Europe était confinée, bien entendu, il y avait très peu de commandes et les ports européens, les terminaux des ports européens ont été tous saturés, ce qui a amené les importateurs européens à décommander et à annuler leurs commandes qui étaient en instance ou qui sont à venir, parce qu'il faut d'abord qu'ils écoulent ce qu'ils ont sur leurs ports, sur leurs terminaux, et ce n'était pas évident. Donc, il y a une baisse certaine. Maintenant, étant donné qu'on a fait allusion, notamment les représentants de la CNUSED, sur l'importance de garantir le transport maritime, bien sûr, c'est avec le transport maritime qui représente 90% des transports réalisés, notamment au Maroc. Le Maroc s'est préparé pour que les ports fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les ports ne sont jamais arrêtés. Au contraire, toutes les administrations publiques et tous les représentants privés et professionnels étaient là. Ils étaient au front et tout le monde a fait que les ports fonctionnent au service du commerce extérieur. Donc, les choses se passaient bien et je dois avouer qu'il y a eu encore récemment des informations sur les statistiques. Le premier trimestre de cette année a connu même une augmentation en termes de volume et en termes de nombre d'escales dans les ports marocains. Ce qui veut dire que les choses fonctionnaient et le maritime, d'une manière générale, a fait en sorte que les marchés au Maroc soient approvisionnés en produits de première nécessité. Et ça, c'est extrêmement important à noter. Sauf qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Lorsque les gouvernements prennent des décisions, et ça a été pareil partout, ça veut dire l'annulation des transports internationaux, les vols. Et là, ça impacte l'export d'une manière directe. Une bonne partie du périssable marocain à l'exportation, une bonne partie des marchandises à valeur ajoutée, il n'y a plus d'export, c'est complètement arrêté parce que les vols ne sont plus là. Et ça, c'est quand même un drame pour plusieurs des entreprises marocaines qui ne peuvent plus exporter à cause de l'absence de moyens d'exportation. Si Rachid Tahri a fait allusion aussi au transport terrestre, le transport terrestre continue, malgré que le seul vecteur du transport terrestre est la voie maritime de la traversée Algeciras-Tanger, les passagers ont été complètement suspendus. Malgré ça, avec l'intervention de la communauté, les lignes ont continué à faire leur travail de traverser exclusivement pour les camions-tirs. Et le port de Tanger connaît aujourd'hui une fréquence de 15 bateaux par jour. Ça veut dire qu'il y a une régularité à destination d'Algeciras pour aller vers tous les pays de l'Europe. Sauf que les camions tirent, parce qu'ils sont monopolisés, le trafic marocain à 90% par le pavillon étranger,
ils se font de plus en plus rares sur le marché marocain et forcément, à cause de la question de l'offre et de la demande, le fret pour le transporteur international est devenu beaucoup plus cher qu'auparavant. Il paraît qu'il est multiplié par 3 pour l'instant. Et ça, c'est à cause de l'absence. Les camions étrangers qui viennent de plus en plus rarement. Alors, de plus, certains pays européens ont limité l'octroi des visas pour les chauffeurs et les chauffeurs marocains qui sont sur un pavillon marocain ne peuvent plus aller et renforcer donc l'offre des camions disponibles. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, je vais aussi parler, et je me limite à ce genre de remarques, on parle de garantir, le secrétaire général parle de garantir du transport maritime, c'est une bonne action, effectivement, mais avons-nous pensé qu'est-ce qu'on a fait pour les marins qui sont, les marins, ça veut dire l'équipage des bateaux, c'est eux qui font marcher les bateaux ici, qu'eux qui permettent au commerce de charger d'un port de chargement à une destination les produits qu'on veut exporter. Eh bien, les marins, personne n'y a pensé. Aujourd'hui, nous avons des marins dont le contrat est terminé, ils ne peuvent plus débarquer, ils ne peuvent plus embarquer, ils ne peuvent plus échanger d'équipage, et c'est un drame humanitaire très important. Donc, il y a la Chambre du commerce international qui a pris le lead avec des tas d'organisations maritimes internationales pour essayer de trouver une solution aux marins, parce que sans les marins, les bateaux ne peuvent pas circuler, et s'il n'y a pas de bateau, on ne peut pas exporter, on ne peut pas échanger. Et il a été décidé donc d'essayer de trouver, en concertation avec l'OMC et avec l'OMI, des ports et des aéroports hub pour échanger les marins, parce que les marins doivent subir à une alternance contractuelle et on ne peut pas laisser éternellement des marins à bord, c'est pas possible. Un jour ou l'autre, les marins vont complètement arrêter de tourner. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et primordial de sensibiliser, notamment les organisations, à trouver une solution, de trouver des hubs aussi bien aériens que maritimes pour que les armateurs qui font le transport maritime puissent assurer l'échange de leur équipage. Voilà, je me limite à cela parce que vous avez beaucoup débordé sur le temps, parce que j'avais des tas d'autres questions. J'espère que mon apport va donner aussi des objets de questions et je reste à disposition pour répondre. Merci. Absolument, Monsieur Montouche. Merci de votre contribution, d'avoir porté aussi la voix des exportateurs et puis des consignataires des navires et de l'activité maritime, parce que, je rappelle, vous êtes le président de la FONASBA, la Fédération internationale des associations des agents maritimes aux différents pays, mais aussi vous êtes aussi le président de l'Association des agents maritimes au Maroc. Donc, merci à tous les panélistes pour les excellentes présentations et interventions. Vous avez vraiment pu enrichir le débat. Et là, avec votre permission, on passera à quelques questions. Voilà, on a une question de notre ami Younes El-Bakidi du Comité national d'environnement des affaires qui nous dit est-ce qu'il y a des expériences réussies en matière de dialogue public-privé pour mener les réformes, surtout dans le contexte, je suppose, du Covid-19. Et là, la parole à qui veut la prendre, peut-être, voilà. Emmanuel, peut-être, ou Alexandre. Qui voudrait prendre la parole? Réponse. Emmanuel? C'est un point qui avait été mentionné par Céline Bacro, donc je crois que la question était venue au moment où elle intervenait. Donc, très bien. Je ne sais pas si Céline va intervenir là-dessus. Avec plaisir. Très bien. Alors, on est en train d'essayer de remonter les informations par rapport au dialogue public-privé pendant la crise. C'est pas forcément toujours simple, mais en tout cas, on a quand même des exemples. Je prendrai l'exemple du Malawi, dont le Comité national sur la facilitation des échanges a été nommé comme l'organe de coordination pour la prise de décision par rapport au Covid. Donc c'est ce genre d'initiative qui nous fait penser qu'on est dans le droit chemin avec les comités nationaux. Le dialogue public-privé, de toute façon, c'est pas, je dirais que il n'est pas à remettre en question, il doit se faire encore plus, que ce soit au sein du comité national
de facilitation des échanges ou d'autres instances, le principal, c'est que les deux entités se parlent. Mais effectivement, au niveau du Covid, on a quelques exemples comme ça et on voit que ça fonctionne. Maintenant, je vous dis, on est aussi, on essaie de faire remonter toutes ces informations de nos contreparties sur le terrain et donc au fur et à mesure, on essaie d'analyser. Mais voilà, un exemple tout simple, le Malawi qui fonctionne et c'est le comité national qui est à la tête de ça. Voilà. Si je peux peut-être ajouter deux petits mots. Oui, s'il te plaît. Alors, bon, je n'ai pas d'exemple spécifique en la matière, mais je voulais juste ajouter le fait que cette question de dialogue public-privé est un des points, en effet, qui est mentionné de manière répétée par les entreprises qui demandent davantage, et notamment les PME qui demandent à être davantage consultées, et c'est un des points sur lesquels nous travaillons à l'OMC. Il y a deux propositions en particulier qui visent à faire en sorte que les intérêts des PME soient davantage pris en compte lorsque de nouvelles règles sont mises en place et que les PME soient idéalement systématiquement consultées dans le cadre justement de ces comités nationaux sur la facilitation des échanges. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de pousser nous à notre niveau, au niveau du groupe, pour faire en sorte que ce dialogue soit en quelque sorte institutionnalisé. Très bien. On a une deuxième question de la part de Florentine qui dit comment le secteur informel est pris en compte dans la gestion de cette crise. Et ça, je pense, le Maroc a fait beaucoup de choses par rapport à ça, puisque on est concerné par l'activité informelle qui présente une part qui n'est pas négligeable dans notre économie. Donc, alors, qui voudrait répondre? Peut-être c'est Marawi ou la CNUSED ou l'OMC, c'est à vous de. Qui voudrait prendre la parole? Moi, je veux bien commencer, mais j'aimerais, je pense que nos collègues marocains pourront davantage répondre. Le secteur informel est évidemment une donnée fondamentale de l'économie, mais à nouveau, la facilitation des échanges aide à la formalisation de ce secteur informel, dans le sens où quand un petit commerçant est effrayé par la masse des procédures auxquelles il doit faire face, auxquelles il doit répondre, quand d'un seul coup on lui dit simplement qu'il faut un formulaire et un seul endroit, déjà c'est beaucoup plus simple. Et puis aussi il faut se rappeler d'une chose, c'est que dans le secteur informel, il y a également une grande méfiance vis-à-vis des instances publiques. Souvent, le secteur informel, ça veut dire on décide de rester dans l'informalité parce qu'on ne veut pas avoir affaire aux instances publiques qui pourraient aussi être source d'harcèlement ou de vol, de fraude. Ça existe. Et donc ça, c'est aussi un aspect que la facilitation des échanges prend en compte. C'est-à-dire que quand je reviens sur les piliers de base de la facilitation des échanges, quand on parle de transparence, ça veut dire que c'est la transparence pour tout le monde. On voit que les pays qui mettent en place les réformes sur la facilitation des échanges ont moins de corruption. Parce que si, par exemple, vous êtes arrêté par un agent des douanes ou la police qui vous oblige à payer une quelconque taxe dont vous n'avez jamais entendu parler, si vous êtes déjà au courant de la procédure et que vous savez que cette étape, vous n'êtes pas censé payer une taxe, qu'il n'y a pas de réglementation qui stipule une quelconque taxe, eh bien là, l'agent douanier ou l'agent de police ou quiconque qui pourrait tenter ce genre de malversation, eh bien sera bien embêté. Donc il faut aussi, c'est aussi un atout que la facilitation des échanges apporte pour rassurer aussi les commerçants et aller dans le sens d'un rapport beaucoup plus égal, dans un rapport de confiance. Merci beaucoup. Monsieur Mraoui, est-ce que vous avez un rajout par rapport à cette question? Oui, je voulais simplement confirmer ce que vient de dire Madame. Effectivement, la facilitation des échanges comporte l'élément principal, c'est celui de la transparence. Et lorsqu'on dit transparence, c'est-à-dire un traitement équitable et un traitement
très visible pour toute la communauté. Justement, les petites entreprises qui sont parfois dans un pied dans le formel, un pied dans l'informel, ce sont ces entreprises-là qui beaucoup subissent des problèmes d'abus, parfois d'abus de pouvoir de l'administration, parce que généralement les grandes entreprises sont assez outillées pour avoir des avocats, pour avoir des experts qui peuvent leur expliquer les démarches. Les petites ne le font pas. La facilitation avec la transparence, avec des schémas clairs, avec des dispositions assez faciles à y accéder, ramène les petites entreprises à pratiquer des choses qu'ils ne pouvaient pas le faire avant lorsqu'ils étaient un peu dans l'opacité, etc. Donc, la facilitation, de manière générale, pas des échanges, mais je dirais la facilitation de faire les affaires, de manière générale, permet aux entreprises d'être intégrées dans le formel et surtout les entreprises qui sont dans l'informel. Et ça, c'est un gain pour tout le monde, un gain pour l'entreprise elle-même, un gain pour la communauté d'une manière générale. Et ça, c'est indépendamment du contexte actuel. Ça, c'est valable pour quel que soit le contexte. Par rapport au contexte actuel, bon, ce qui a été mis en place pour le secteur informel, c'est beaucoup plus des actions à connotation sociale, plus que des actions à connotation économique. C'est surtout de maintenir les familles, de ne pas sombrer dans la pauvreté et la précarité. C'est ça ce qui a été surtout mis en place par rapport au Maroc. Et tout à l'heure, par rapport à la question du comité de facilitation des échanges et le dialogue entre secteur privé et secteur public, je crois que d'après la discussion, moi je relève que je connais bien notre comité, il y a une certaine lacune qui est là, que peut-être qu'on devra penser ensemble, à réfléchir ensemble à la régler. Notre secteur privé qui est représenté dans la commission, il ne reflète pas d'une manière assez importante. Ça, M. Taïré, il est également membre, M. Mantache est également membre de cette commission, donc je parle sous leur contrôle, mais je pense que les PME n'ont pas de voix dans la commission. Parce que les différentes structures associatives qui sont représentées dans la commission, ils sont beaucoup plutôt à tendance à travailler avec des entreprises de grande taille ou de moyenne taille ou des entreprises relativement assez bien rodées dans le dispositif. Donc, ce qui fait, on n'a pas, je crois, on n'a pas une présence assez remarquée des PME dans notre commission. Ça, c'est une question que je pose à tous mes collègues. Et du coup, même en termes d'action, en termes de facilitation, on fait à l'heure actuelle des actions générales. Ce sont des actions qui sont ouvertes à toutes les entreprises. Lorsqu'on a dématérialisé, on a dématérialisé de n'importe quelle manière pour tout le monde. Lorsque les entreprises accèdent à Portnet, ils y accèdent pour faire les procédures de la même manière, qu'ils soient une grande, une petite, etc. Donc, nous n'avons pas inclus, je dirais, la dimension PME ou toute petite entreprise dans notre travail. Une sorte de traitement spécial pour cette catégorie d'entreprises. On est en train de traiter les choses d'une manière générale. Ça, c'est peut-être une autocritique que je la soulève pour le moment, mais je suis un peu curieux de savoir, par exemple, dans les mesures de facilitation appliquées de part dans le monde, est-ce qu'il y a des différenciations dans l'application pour telle ou pour catégorie d'entreprise par rapport à une autre?
Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des déclarations douanières plus faciles pour une catégorie d'entreprise qu'une déclaration douanière pour d'autres catégories lorsqu'on dépose une déclaration douanière? Est-ce qu'il y a des délais, des facilités un peu particulières? Ça nous aiderait à pouvoir, par exemple, trouver des solutions beaucoup plus adaptées aux PME et aider donc dans le sens d'une intégration des PME dans la chaîne de valeur mondiale et donc dans le commerce international. Voilà. Merci beaucoup, Semraoui. Moi, je pense qu'on a déjà trop abusé du temps des participants et puis surtout du temps des intervenants et ceux qui se connectent de l'étranger en Europe. Vous savez qu'ils ont 2 heures de différence. Donc, on a tous les questions. Donc, on va essayer de répondre par email en les transmettant aux différents intervenants. Mais quand même, on va donner la parole aux intervenants pour un dernier mot de conclusion, moins de 30 secondes, s'il vous plaît, avant qu'on puisse donner fin à cette conférence très intéressante. Donc, on va commencer par Emmanuel. Merci Jalal, et très rapidement parce que l'heure tourne en effet. Un grand merci d'avoir organisé ce webinaire et je pense que cette discussion sur la facilitation du commerce qui pourrait être fait, la crise actuelle montre l'importance de travailler sur ces questions-là et l'échange de bonnes pratiques et d'expériences est clé. C'est ce qu'on va essayer de faire nous dans le cadre du groupe informel de l'OMC et je pense que cet événement du coup est particulièrement important et intéressant et qu'il faut qu'on ait plus ce genre de dialogue. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour votre participation. Céline? Oui, pareil qu'Emmanuel, merci à vous tous et je pense que ce serait bien qu'on ait les emails de tous, comme ça on pourrait continuer également pour travailler et dans la suite des événements et la mise en œuvre des différentes réformes de la facilitation des échanges, parce que comme on l'a dit, je pense que la conclusion est claire, plus de facilitation permettra une reprise économique plus facile, plus rapide pour tous et principalement pour les PME. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline et vous aurez bien entendu tous les participants, tous les intervenants, vous aurez la liste des intervenants, la liste des participants et des questions également et les présentations. Je tiens juste à le rappeler. Alexandre, merci d'être avec nous. Je vais allumer ton micro. Voilà, on ne t'entendait pas. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Pour peut-être rebondir très rapidement sur la dernière question sur les réformes de facilitation des échanges en vertu de l'accord et puis des PME. Il faut savoir en fait que j'ai tendance à dire que l'ADN de cet accord, c'est justement de faciliter le commerce pour les PME. Et puis, il y a des dispositions qui prévoient explicitement d'interdire la discrimination envers les PME, notamment pour je cherche mes mots en français un peu, mais les opérateurs économiques agréés, justement, on ne peut pas interdire justement la participation des PME ou discriminer d'une quelconque façon la participation des PME pour profiter des facilités de commerce pour les opérateurs économiques agréés. Mais on peut continuer évidemment la conversation par courriel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Aziz Mantrache. Je remercie Portnet. Elle nous a habitués à l'excellence d'organisation de ce genre de webinaire où il y a un échange très riche. Il y a justement les meilleures pratiques qui sont mises de l'avant. Cependant, je voudrais quand même attirer l'attention que les mesures sanitaires, malgré que le déconfinement sera là pour pas mal de pays, ça va durer au moins jusqu'à l'automne 2021. Donc, nous avons encore à respecter ces mesures sanitaires pour pas mal de temps. Bon, on a suspendu, ou tous les gouvernements ont suspendu justement les vols aériens pour ne pas laisser les passagers rester des vecteurs de ce virus. Alors que nous n'avons pas pensé justement, et d'ici jusqu'à l'automne 2021, comment éviter de transmettre ce virus par les documents du commerce extérieur que nous sommes en train d'échanger en tonnes chaque jour, sans pour autant trouver des solutions, ne serait-ce que provisoires. Et ça, c'est une question que je pose
sur la table pour qu'on essaye de réfléchir. On peut recommander donc d'utiliser l'électronique, de dématérialiser, mais il faut quand même une ligne de conduite pour tous les pays qui soit adoptée le plus rapidement possible pour qu'on puisse éviter de répandre le virus avec les documents d'échange de commerce international. Et merci. Merci beaucoup, M. Montalach, de votre participation et pour cette excellente recommandation. On n'en peut que s'en réjouir. Donc, M. Saïd Mghraoui, un dernier mot. Je souhaite tout d'abord remercier les Fortnet d'avoir organisé cet événement, remercier tous les participants pour leur présentation riche. Je souhaite simplement dire que le Maroc a toujours accordé beaucoup d'importance à la facilitation des échanges. Et sur ce volet-là, nous avons beaucoup d'ambition. Nous croyons que c'est un levier très important pour le développement économique, pour faciliter d'une manière générale de faire des affaires dans le pays. Et lorsqu'il y a plus d'investissement, plus d'affaires, que ce soit en commerce ou autre, nécessairement on a plus de croissance et de développement économique. Et sur cela, nous sommes conscients. C'est pour cela que nous faisons tout le nécessaire pour mettre en œuvre toutes les mesures en matière de facilitation. Et nous sommes donc preneurs de toute proposition dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, M. Mghraoui. Merci pour les efforts que vous faites. Dernier mot à M. Rachid Tahri. Je voudrais à mon tour remercier Fortnet, remercier les intervenants, c'était très riche. Et je pense que on l'a compris que c'est quand on parle du commerce extérieur, on n'arrive jamais à s'arrêter parce que c'est pas évident. C'est tellement vaste et complexe que effectivement 1h30, même 2 heures, même des journées entières ne sont pas suffisantes. Donc je remercie tout le monde et je remercie les participants. Nous serons toujours là pour répondre à leurs questions. Je voudrais profiter pour faire un appel toujours que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a le risque que certains pays peuvent aller vers la protection, qu'on fasse attention. Et là, je fais appel aux représentants de l'OMC, de l'UNCTAD, de pousser pour qu'on ne tombe pas dans des situations pareilles, parce que déjà, avec la crise, les entreprises ont du mal. On va avoir du mal parce que je pense que l'année 2020, on va pas s'en souvenir. J'espère qu'on va pas s'en souvenir parce que c'est une année qui va être très très difficile. Hein, le 2020, on l'oublie. Et donc, je demande et j'exhorte les représentants à pousser pour qu'il n'y ait pas de rupture de tout ce travail qui a été fait depuis de longues années sur la facilitation du commerce. Alors que maintenant on va dire qu'on est quand même à un niveau de croisière très intéressant. J'espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Merci encore. Merci pour ce dernier mot qui était une bonne conclusion, M. Rachid. Moi, je pense qu'on ne va pas revenir en arrière, que c'est un changement radical qu'on aura dans la manière de faire. Donc, je tiens à remercier tous les panélistes, tous les intervenants pour les interventions, pour les excellentes interventions et votre temps. On a débordé sur le temps, en raison de la richesse du sujet. Merci encore une fois d'être là. Merci à tous les participants. D'avoir participé, ou 160 participants ou 163 je pense participants qui ont pu participer sur la plateforme. Donc on essaye de ramener de l'échange et de dialogue à la communauté, et on vous donne rendez-vous Inch'Allah pour un prochain séminaire, et à très bientôt. Très bonne journée et voilà, bonne soirée. Au revoir. Allez, bye.